Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 13 avril 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, c'est Frédéric Maigrat, en première secondaire à l'école Pierre de Lestage de Berthierville, qui assure la tribune littéraire Voici ce que j'en pense, à propos du roman pour ados Stalker de Sarah Epstein. Dans les coulisses du livre, je reçois l'écrivain André Marois et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Émilie Furlotte, Édouard Nollet, Guillaume Lacasse et Charlotte Bourgeois, des élèves de sa classe de 3e cycle à l'école Atelier du Centre de service scolaire de Montréal. Et Mathilde Routy nous présente sa chronique à propos de lecture individualisée en groupe. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi des enfants qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Émilie Furlotte et 3 des élèves de sa classe de 3e cycle de l'école Atelier du CSSDM, Édouard Nollet, Guillaume Lacasse et Charlotte Bourgeois. Bonjour à vous. Bonjour. Allô. Bonjour. Alors, tout le monde dit bonjour. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Les 2 garçons, Édouard et Guillaume, vous êtes en 5e année, c'est ça? Et Charlotte, toi, t'es en 6e, c'est ça? Oui. Oui. Oui, parfait. Émilie, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. On va d'abord parler de l'école Atelier. Parlez-nous de l'école Atelier. Alors, l'école Atelier, c'est une école alternative au CSSDM qui se situe dans le quartier Onsic. Donc, c'est une école où les classes sont par cycle et où les enfants apprennent à leur rythme beaucoup et via des activités d'apprentissage ouvertes. Donc, ils ont beaucoup de choix à faire. Ouais. Mais ils sont bien sûr accompagnés. Oui, bien, c'est un milieu que je connais bien parce que moi, j'ai enseigné en école alternative 12 ans. Mais ça, hein? C'est dans une autre époque. Et vous, Émilie, vous enseignez depuis combien de temps? Moi, j'enseigne depuis un peu plus de 20 ans. Quand même. Et puis, ça fait 15 ans que je suis à l'école Atelier. Oui, par choix. Par choix, tout à fait. Oui, j'y suis très bien. Et comment ça se vit concrètement, la lecture, avec vos élèves dans la classe? Bien, c'est certain que la lecture a une grande place dans notre classe. D'abord, moi, je suis une grande lectrice, alors c'est important pour moi de partager cette passion-là avec les enfants. Donc, d'abord, il y a une immense bibliothèque dans notre classe. On a cette chance-là au fil des années, au fil des budgets, et puis de tout ce qu'on peut apporter dans la classe. Alors, il y a énormément de livres et les enfants ils ont beaucoup de temps libre pour eux pour lire. Ouais. Ils ont aussi beaucoup de choix dans la lecture. Donc, oui, il y a des lectures qui vont être ensemble. On va pouvoir en parler un petit peu tantôt, les lectures feuilletons. Mais ils sont très, très libres dans ce qu'ils peuvent lire et on essaie d'instaurer le plus de moments possible où on parle ensemble de nos lectures, où on discute. Ça prend une grande place. Et puis, je pense que ce que je fais dans la classe fonctionne parce qu'ils sont tous quand même de grands lecteurs. En fait, ce que vous créez, c'est une communauté de lecteurs. C'est ça qu'on souhaite. C'est très important. On va parler de lecture feuilleton. Oui. Donc, c'est une façon de faire la lecture aux enfants. Parlez-nous de ça, la lecture feuilleton. Bon, donc, au 3e cycle, je vais lire encore des albums, mais je prends aussi le temps. Remarquez, je le faisais au 2e cycle aussi, là, mais le temps de lire des romans. Et le premier roman qu'on va lire au début de l'année revêt une importance particulière pour moi parce qu'on va l'utiliser pour justement commencer à bâtir nos références de lecteurs, notre communauté. Donc, je vais bien choisir ce premier roman-là. Pour en discuter avec les enfants, pour les amener avec moi, analyser les personnages, analyser le cadre de l'histoire, faire des liens entre cette lecture-là et les futurs qui viendront aussi. Donc, ça nous donne une base incroyable. Ça nous fait un livre de référence pour toute l'année. Ensuite, tout ce qu'on va explorer, que ce soit d'autres livres ou même d'autres œuvres culturelles, on va réussir à les lire. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, cette année, vous en avez lu 2 des livres. On est en train de lire notre 3e, mais oui, on en a lu 2 principalement donc, là, avant Noël. Vous Noël. prenez plus de temps qu'une seule période. Donc, c'est un feuilleton parce que c'est comme des épisodes. Là. Oui, c'est long, lire un roman quand même. Mais parlons donc des 2 premiers que vous avez lus cette année. Le premier, c'est Amanda et les amis imaginaires de A.F. Harold.
Donc ça, c'est le premier qu'on a lu. Est-ce que tu veux que je raconte l'histoire ou non, je vais laisser ça aux enfants? Juste le titre. Puis on va donner la parole aux enfants parce que là, ils Oui. sont là, puis ils attendent. Ils ont hâte. Sur les blocs de départ. Puis donc, Oui. un premier. Oui. Puis le deuxième, qu'est-ce que c'est le titre? Le deuxième, c'est Où es-tu de Shari Green. OK. Il est extraordinaire, lui aussi. Donc, c'est deux excellents romans à lire en lecture feuilleton. Ouais. Et à les lire, là, les enfants vont les expliquer tout à l'heure, mais évidemment, même si on pourrait les imaginer très loin, ils n'ont pas la même forme. Le deuxième est écrit en vers libre. Ils sont vraiment très différents. Mais dès qu'on amorce la lecture du deuxième, les enfants, rapidement, ils font des liens entre les personnages principaux, mais entre d'autres éléments de l'histoire. Alors, parlons-en de ces deux livres. Je voudrais commencer avec Guillaume, si on veut bien. Je voudrais que tu nous racontes de quoi ça parle. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de Amanda et les amis imaginaires? Ben, dans le fond, Amanda et les amis imaginaires, c'est l'histoire d'une petite fille de, je pense, environ 9 ans qui, pour passer le temps, je pense, s'invente un ami imaginaire et vit des aventures complètement dans son imagination durant toute l'histoire. Ouais. Mais il y aura des aventures pas mal plus réelles, puis ça va... Il va y avoir des péripéties. Ouais. Parce que il y a un méchant dans l'histoire. On va Ouais. parler des personnages, hein, si vous Ouais. voulez. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui les personnages? Ben, il y a Amanda, déjà, c'est le personnage principal. Son ami imaginaire. Ouais, Rudyard, qui s'appelle son ami imaginaire. Ouais. Leur ennemi, il s'appelle Monsieur Butard. Et lui, il aspire des amis imaginaires pour survivre. OK, fait que là, Rudyard est en danger. Ouais. Ouais. Mais à un moment donné, Amanda, elle tombe dans le coma. Oh. Et comme elle peut plus penser à Rudyard, ben, il s'efface. Et là, ça devient encore plus menaçant pour lui. Ah oui, parce que elle pense plus à lui parce qu'elle est dans Ouais. le coma, puis elle interagit plus avec lui. Ouais. Donc, lui, il est menacé de disparaître. Ouais. OK, d'accord. Puis, quel genre de roman tu dirais que c'est? Tiens, Charlotte, quel style ou quel genre de roman c'est? Moi, je trouve que c'est un peu fiction réaliste, mais c'est aussi un peu imaginaire parce que c'est un ami imaginaire. Ouais. Puis, ben, c'est plus. Moi, je trouve que c'est plus réaliste parce qu'il y a des événements en lien avec la réalité. Ouais. Comme, exemple, avec les voitures, la maison. Fait que c'est ça. Ça ressemble à notre vie à nous, alors Oui. on peut s'identifier aux personnages. Puis, pour les enfants, c'est bien, genre, pour lire aux enfants parce que ça fait en sorte qu'on voit une vie, puis on sait aussi comment ça se passe. Fait que c'est quand même le fun. OK. Puis j'aime bien le style, parce qu'à un moment donné, c'est plus Amanda qui est dans le moment, puis à un moment donné, c'est plus Rudyard, fait que ça alterne un peu. Comme ça, on voit les idées, on voit La personnalité de chacun des personnages. Ah ben, qu'est-ce qu'on peut en dire de leur personnalité, de chacun de ces personnages? Édouard, veux-tu nous parler de ça? Des différents personnages? Ben, moi, je trouve que Amanda, c'est vraiment elle qui a le plus d'imagination. Puis, quand elle a une idée en tête, elle veut pas la lâcher. Elle est déterminée. Ouais. Oui, puis elle est persévérante. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de Rudyard? Et Rudyard, lui, il est plutôt courageux, puis il est aventurier. OK, d'accord. Puis Monsieur Butard, c'est le méchant de l'histoire. Ouais. Il s'est aussi créé un ami imaginaire, mais qui a l'air, elle aussi, pas très gentille. OK. C'est ça. Puis son but, lui, tu veux ajouter quelque chose, Guillaume? Ben, son but, comme j'ai dit, c'est d'aspirer les amis imaginaires parce qu'à chaque fois qu'il en aspire un, il peut vivre une année de plus. Il en a besoin, c'est Ouais. ça. Puis s'il arrête d'aspirer, non seulement il va mourir, et aussi il pourra plus voir les amis imaginaires parce que c'est comme le seul adulte qui peut les voir. OK, d'accord. Dites-moi, Charlotte, tu veux ajouter quelque chose? À un moment donné dans l'histoire, la mère aussi, elle se rend compte qu'elle peut voir les amis imaginaires. Parce que elle, La mère Amanda. d'Amanda. Parce qu'elle aussi, elle en avait un plus jeune. Fait que c'est le fun. Parce qu'on voit la différence, puis on voit quel ami imaginaire chaque s'est créé, puis on voit comme c'est le fun. Puis la mère, dans cette histoire, elle contribue, hein? Même, vous me disiez qu'à la fin de l'histoire, c'est un petit peu elle qui fait en sorte que ça finit bien. Ouais, puis aussi, elle encourage sa fille à avoir un ami imaginaire, pas comme une autre maman, plus tard dans l'histoire qu'on voit qu'il l'encourage pas, puis qu'il veut l'amener chez le médecin. D'accord. Alors, revenons à la lecture feuilleton, parce que vous nous avez vraiment donné le goût de lire le livre.
vous nous en avez brossé un beau portrait. Comment ça se passait quand vous analysiez les personnages, quand Émilie vous en faisait la lecture? Charlotte? Ben, souvent, on mettait les personnages au tableau, puis on disait quelques caractéristiques. Puis ensuite de ça, on les faisait des liens avec des flèches, puis c'était pratique parce qu'on pouvait les analyser, puis c'était plus simple pour nous. D'accord, OK. Puis, de quelle façon ça vous a aidé de faire cette analyse-là dans vos propres carnets de lecture ou sur d'autres livres? Édouard? Ben moi, je pense que ça nous a aidé à trouver des affaires qui sont pareilles. À trouver des ressemblances? Ouais. Puis à mieux analyser les livres. OK. Puis dans vos carnets de lecture, est-ce que vous reproduisez ça? Est-ce que vous faites ça après? On va y aller avec Guillaume. Ben, moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Mais il y a plusieurs types de carnets de lecture qu'on peut faire, comme un journal dialogué où on peut juste écrire un résumé, mais ça, Émilie aime moins. Au 3e cycle, je m'attends à un peu plus, qu'on aille ailleurs. Oui. Mais parfois, on peut aussi utiliser plusieurs choses, comme on pourrait faire un petit résumé, mais ensuite faire une comparaison avec un autre livre. OK, d'accord. Puis là, tu peux faire des liens entre des éléments qui sont pareils ou différents dans la structure du texte aussi, comment c'est construit, puis avec les différents personnages. D'accord. Moi, j'aimerais beaucoup ça qu'on parle de l'autre livre que vous avez lu en lecture feuilleton qui s'appelle « Où es-tu? » Pourquoi André Poulain a contribué à ce livre-là? C'est parce qu'elle l'a traduit? Exactement. C'est ça. C'est un livre de Shari Green. Oui. Et c'est traduit par André Poulain. Alors, c'est l'histoire de quoi? Charlotte, tu veux nous faire un résumé de « Où es-tu? » En fait, c'est Cara qui, elle, habite dans un endroit où il y a des feux de forêt. OK. Puis, à un moment donné, son chien, il part quand c'est l'heure de partir parce qu'il y a trop de feux de forêt. Fait qu'elle abandonne comme son chien là-bas. Puis là, c'est son histoire de elle qui s'en va dans une autre ville, puis qui essaye de le rechercher, puis qui fait plein de choses pour le retrouver. Pour le retrouver? Puis il y a beaucoup d'émotions dedans. Puis moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Amanda et les amis imaginaires. Pourquoi? Parce que Cara, elle perd son chien Mike et Rudger perd Amanda. Fait que moi, c'est ça mon lien que je fais. D'accord. Donc, la perte d'un ami ou de quelqu'un qui est proche pour nous, c'est ça. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur l'histoire de « Où es-tu? » ou sur les personnages, peut-être, Édouard? Ben, dans l'histoire, quand sa maison brûle, ben, elle va dans genre un hôtel où elle va habiter jusqu'à temps que le feu il s'arrête. Oui, c'est comme temporaire, là. Ouais, puis elle se fait genre une demi-sœur elle aide aussi beaucoup pour rechercher son chien. OK, donc elle se lie d'amitié avec cet autre personnage-là. Est-ce que tu te souviens de son nom? Pas moi. Pas vraiment. D'accord. C'est pas important de toute façon. Guillaume, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je me souvenais de son nom. Ah, tu te souvenais de son nom? Puis elle s'appelle comment? Joël, je pense. D'accord. OK. Puis c'est donc les deux ensemble, elles essaient de retrouver le chien. Qui est bien important pour le personnage principal. Qu'est-ce qu'on peut dire de leurs émotions au personnage? Vas-y, Guillaume. Ben, en fait, Cara, je trouve qu'elle est souvent comme triste, mais c'est quand même normal parce qu'elle vit beaucoup de choses qui sont comme pas très agréables. Ouais. Comme elle a déjà son chien, sa maison brûle, elle perd sa meilleure amie, plein de choses. Alors, elle est souvent triste, mais c'est un peu plate pour elle. Mais sinon, sa sœur, elle est un peu agaçante. Qu'est-ce qu'elle fait pour être agaçante? Elle est adolescente, fait que c'est un peu normal. Oh, d'accord. Quand on est adolescent, on est un peu agaçant aussi. Ouais. Ça va. Alors, elle n'a pas vraiment d'émotion, elle cache. OK. Puis, ses parents, on n'en entend pas beaucoup parler, fait que on les connaît moins. C'est ça. Charlotte, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je vais vous parler de Joël. Joël, en fait, elle est plus, un peu plus, genre, excitée, puis elle essaie de trouver une solution, puis de faire en sorte que Cara, elle soit, en fait,
contente. Mhm. Puis elle encourage Cara, puis ils font des affaires ensemble, puis ils se lient d'amitié. Oui. Puis c'est le fun parce qu'on voit que c'est deux personnalités différentes. Et Et donc, que Joël, elle montre pas ses émotions. quels sont les... Donc, on a parlé des différents liens qu'on pouvait faire entre les deux livres. Est-ce que vous avez fait d'autres liens entre les personnages, Charlotte? Moi, je trouve que le feu de forêt, c'est un peu une menace, comme un peu Monsieur Butard. Mhm. Moi, c'est ça que j'ai analysé C'est dans mes très carnets. intéressant. Très, très intéressant. Dites-moi, à qui vous conseilleriez la lecture de ces deux livres-là? Vas-y donc, Édouard. Ben, quelqu'un qui aimerait vivre beaucoup d'émotions, puis surtout dans Où es-tu, c'est vraiment triste des fois, puis c'est ça. Donc, ça nous fait vivre nous-mêmes des émotions. Quelqu'un d'autre, un conseil pour à qui on conseillerait la lecture de ces livres-là? Y a-t-il un groupe d'âge particulier, Charlotte? Moi, je dis que Où es-tu, c'est plus pour ceux au 3e cycle. OK. Parce que il y a un peu plus d'émotions. Puis genre, Amanda, ça serait bien aussi pour les 3-4 parce que c'est plus imaginaire. 3e, 4e année? OK, d'accord. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour à qui on conseillerait la lecture de ces deux livres-là? Moi, je pense que peut-être Amanda et les amis imaginaires, ce serait peut-être bien pour les 3-4, mais il y a quand même parfois des trucs qui font un petit peu plus peur. Ah Fait oui. que peut-être que genre, il y a Ça prend un petit peu de maturité quand Ouais, il y a même. peut-être certaines personnes qui aimeraient moins ça. Ah, je comprends. D'accord. Quel plaisir vraiment de discuter avec des bons lecteurs qui savent de quoi ils parlent. Je voudrais vous remercier, Édouard Nollet, Guillaume Lacasse et Charlotte Bourgeois. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Puis je vous remercie, Émilie, aussi pour la place que vous faites aux livres dans votre classe, pour l'ouverture dont vous faites preuve envers les jeunes, pour la confiance que vous leur faites, pour l'énergie que vous déployez pour faire aimer les livres à vos élèves. Et félicitations à J'enseigne avec la littérature jeunesse, qui est un Oui, mouvement tout dont à vous fait. faites partie. Oui, exactement. Merci beaucoup à vous quatre. Au revoir. Bye bye. Bye. Ciao! Bonjour, moi je m'appelle Dalia, j'ai 11 ans. Mon livre coup de cœur c'est Sorceline. Écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista. J'aime beaucoup ce livre parce que ça parle d'animaux mythologiques, il y en a vraiment beaucoup. Le suspense est vraiment bien fait, puis il y en a 7. Je suis rendue au 7e. Salut, je m'appelle Stacy, j'ai 12 ans et moi j'aime beaucoup lire les livres qui parlent d'enquête parce qu'on y trouve toujours de l'action, il y a toujours des petits indices à chaque fois que tu tournes la page. La chronique de Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Très, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Dans votre chronique, vous nous proposez des sujets qui nous font réfléchir, toujours en lien avec la lecture. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera? Alors aujourd'hui, on va parler d'une approche que j'ai découverte en Europe. Alors, tout d'abord, que ce soit à la garderie, à l'école, à la bibliothèque, on pratique quasiment exclusivement la lecture en groupe. Donc, c'est-à-dire l'heure du conte est vraiment présentée comme un moment magique et bénéfique. Mais quand je vivais en Europe, j'ai suivi plusieurs formations d'éveil au livre et au récit. Et j'ai découvert une autre façon de lire au tout petit qui a vraiment confronté mes convictions et qui m'a grandement questionnée dans mon approche. Ah bon? Je suis très curieuse. Dites-moi plus. Mais en fait, c'est une approche qui est très répandue en France, en Belgique et en Suisse, mais qu'on voit très peu encore ici au Québec. Ça s'appelle la lecture individualisée en groupe. Est-ce que vous connaissez? Alors, pas du tout. Et moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne, une lecture individualisée dans un groupe. En fait, j'avoue que c'est un peu particulier. Donc, d'abord, c'est une méthode qui a été développée en France en 1982 par l'association Accès. Accès, ça veut dire Action culturelle contre les exclusions et ségrégations. Okay. Et cette approche est née en fait de deux constats. Que les enfants qui n'étaient pas en contact avec les livres dans leur petite enfance sont plus à risque d'avoir des problèmes d'apprentissage. Car sans le contact avec les albums, avec l'éveil à la lecture, on diminue l'envie
d'apprendre à lire une fois à l'école. Et donc, c'est un petit peu la question d'apprendre comment on va apprendre le solfège avant jamais d'avoir entendu de la musique. Donc, c'est un peu cette idée de donner du goût avant d'apprendre la difficile tâche de décoder la lecture. Oui, parce que le solfège, même quand on a déjà entendu de la musique, c'est pas facile. C'est vrai qu'apprendre à lire, c'est pas facile. Exact. Le deuxième constat, c'est que tous les enfants aiment les livres, aiment qu'on leur raconte une histoire, et ça au moins jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et ce constat, c'est peu importe quel milieu socio-économique. Comme enseignante, moi, je pouvais percevoir que tous les enfants n'avaient pas le même rapport aux livres. C'est vrai ce que vous dites, avant même d'apprendre à lire, faut donner envie de lire. Et cette envie-là, elle se construit dans la petite enfance, bien avant à l'école. Et tous les enfants n'ont pas la même relation aux livres parce qu'ils n'ont pas eu le même accès aux livres. Pour certains, ouvrir un album, c'est familier, c'est rassurant, c'est magique. Mais pour d'autres, c'est totalement inconnu, inconfortable et, disons-le, pas très plaisant. Exact. Et la spécialiste qui m'a formée en Suisse, Nathalie Attar, elle comparait l'heure du conte en groupe comme un cours magistral qui ne s'adapte pas aux enfants, qui ne s'adapte pas à l'individualité de chaque enfant. Parce que l'idée, c'est que c'est l'adulte qui choisit un album, qui le lit pour tous à son propre rythme. Et ça demande de connaître déjà certains comportements, certaines règles qui sont liées à la lecture d'un livre pendant l'heure du conte. Exact, parce que les enfants familiarisés au livre, ils sont capables de mobiliser toute leur attention pour ce genre de lecture en groupe. Parce qu'ils savent que c'est bien, ils connaissent cette sensation, puis ils savent que ça va leur apporter du bien. Mais pas les autres, alors, pour les autres, alors? Exact. Donc, le principe de la lecture individualisée en groupe est d'offrir un moment intime à chaque enfant autour d'un album. Donc, comment ça fonctionne? C'est l'enfant qui s'approche, qui a choisi son album. Donc, évidemment, l'animatrice qui est venue ou l'enseignante qui propose a une sélection de titres. Le tout petit choisit son album, s'approche de l'adulte lecteur. Et c'est l'enfant qui va tourner les pages. C'est donc lui qui va déterminer le rythme. Et donc, elle ou lui peut évidemment sauter 4 pages ou s'attarder pendant 2 minutes sur la page de couverture ou sur une double page qui lui plaît. Mais c'est ça, c'est la richesse de cette approche. C'est vraiment que c'est l'enfant lui-même qui va dicter, guider, rythmer la lecture. L'enfant ici est vraiment actif. Il interagit, il tourne les pages, il commente, il questionne s'il a envie ou non. C'est vraiment lui qui le guide. Et l'adulte lecteur, il accompagne l'enfant dans cette promenade de façon bienveillante. Et à l'écoute, en fait, il observe l'enfant et puis là, s'il voit qu'il s'attendrit sur une image, qui questionne sur un mot, ben, il répond à ses interrogations. Et les autres enfants qui sont dans la salle, ils bénéficient de cette lecture à haute voix qu'ils entendent. Et en même temps, ils vont peut-être être attirés, ils vont se rapprocher de l'adulte, ils vont vouloir eux aussi leur histoire. Et donc là, c'est tout ce jeu qu'il faut dire, c'est quand même une certaine logistique, c'est d'apprendre chacun son tour. Ça veut dire que l'adulte va expliquer à l'autre enfant qui s'approche de lui, il va dire, écoute, là, je suis en train de lire à Frida, mais dès que j'ai terminé avec Frida, ben, je vais pouvoir lire le que tu as choisi, puis je vais être avec toi. Donc, ça veut dire que si un autre enfant, il s'approche, on ne tourne pas le livre pour le montrer à l'autre enfant. On reste vraiment dans cette lecture individuelle à l'enfant initial. Donc, l'autre, il peut être là, il peut se promener autour, regarder, écouter, mais on reste vraiment dans un moment où le livre reste tourné vers cet enfant principal. Et c'est là qu'effectivement, il y a l'apprentissage du chacun son tour. Mais, puis vous en avez glissé un petit mot, c'est quand même toute une logistique de groupe, parce qu'il y a tous les enfants autour. Exact. Donc, c'est vrai que on réussit pas du premier coup, évidemment. Hein. C'est d'abord, faut établir les règles, faut expliquer comment ça fonctionne aux enfants. Faut aussi que l'adulte, c'est dur parce que là, tu racontes l'histoire, tu veux être avec cet enfant, mais là, il y a les autres enfants, il y a la dynamique du groupe. Donc,
c'est vrai que c'est un certain apprentissage pour les lecteurs à faire, mais ça vaut vraiment la peine parce que ça fonctionne. Oui, Ça fonctionne vraiment. Et vous l'avez dit, dans cette approche, c'est l'adulte qui lit à haute voix. Est-ce qu'on parle de sa posture? Est-ce qu'on parle de la manière de lire? Oui, très bonne question. Oui, le mot d'ordre vraiment dans la lecture individualisée en groupe, c'est de rester le plus proche du texte. Donc évidemment de ne pas changer les mots, même si on a l'impression que certains mots sont trop complexes pour l'âge, ils ne le sont pas. L'idée aussi, c'est de pas surjouer ou de pas théâtraliser. Pour que l'enfant puisse interpréter librement l'album. Oui. C'est pas nous qui allons orienter sa lecture selon la voix qu'on va prendre ou la tonalité. L'idée ici, c'est vraiment que l'adulte est un médium. Il porte juste sa voix au texte, mais c'est à l'enfant de l'interpréter, de faire sens avec l'analyse que lui il fait des images. Est-ce que c'est plus propice à un âge plus qu'un autre? Ben, on suggère vraiment ça pour les tout petits, parce que l'idée en fait initiale d'Accès, c'était vraiment de venir à la base des choses pour lutter contre les inégalités. Donc, c'était pour toucher ces familles qui n'ont pas forcément cette relation avec le livre et d'aller les toucher eux. Et puis en fait, l'initiative à la base, c'est de pouvoir faire ça avec les parents, ou au moins devant les parents. Ça veut dire que le lecteur, qui va être là, l'adulte lecteur, le fait en compagnie du parent. Et le parent voit, en fait, il observe. Il observe et il voit les comportements de lecteur de son tout petit. Et puis ça, souvent, c'est un moment magique parce que ça le convainc d'un seul coup. Le parent qui était dubitatif de comment mon bébé va être capable de se concentrer, d'être attentif, et bien là, d'un seul coup, il le voit par lui-même. Et en terminant, donc, qu'est-ce qui fait la force ou l'idée même de cette approche-là? Ben, c'est vraiment de pouvoir proposer une rencontre intime entre l'enfant et le livre. Et puis, comme je disais, c'est vraiment une question de prévention, de développer l'intérêt des enfants pour le livre et la lecture dès le plus jeune âge et de permettre à chacun d'avoir ce moment et puis ce rapport pour faciliter plus tard son plaisir de lecture et puis sa scolarité. Belle découverte. Et vous nous proposez des références fort utiles que je vais mettre sur notre site. Merci Mathilde. Très hâte de vous retrouver le mois prochain. Merci Marie. Au revoir. Je m'appelle Florence, j'ai 12 ans, puis moi, mon dernier livre coup de cœur, c'est L'Iliade de Audrey Archambault. J'ai adoré ce livre parce que ça parle beaucoup d'animaux, puis le livre, il est rempli de couleurs, puis ça fait plus beau dans la page. Aussi, j'aime son style d'écriture comme si c'était un journal. Restez avec nous. Après cette courte pause, Frédéric McGrath, en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville, investit la tribune littéraire Voici ce que j'en pense. Je reçois l'écrivain André Marois et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Littéraire, voici ce que j'en pense. La chronique Tribune littéraire Voici ce que j'en pense est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Et aujourd'hui, on accueille avec plaisir Frédéric McGrath. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu as 12 ans. Tu étudies en première secondaire à l'école Pierre de Lestage à Berthierville. C'est grâce à Isabelle Denis, ta prof de français, qu'on s'est rencontrés. Et tu es une fille active. Tu pratiques le volleyball, le soccer. Tu prends des cours de danse et tu fabriques des objets au crochet pour les offrir en cadeau. Chanceux, les personnes de ton entourage, chanceux, chanceuses. Aujourd'hui, c'est toi qui occupes la tribune littéraire. Voici ce que j'en pense. De quel livre veux-tu nous parler, Frédéric? Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est Stalker, écrit par Sarah Epstein, publié par Livre de Poche Jeunesse. Ce livre s'adresse à des personnes de 13 ans et plus, car il y a des passages plus violents et inquiétants. Ça met en scène des problèmes qui concernent davantage des personnes plus matures. Le livre est assez long, mais très captivant. Natacha, le personnage principal, est une jeune fille qui devient la cible d'harcèlement de la part d'un inconnu. Le roman suit son parcours
alors qu'elle tente de comprendre et de démasquer celui qui se cache derrière ses attaques incessantes. Natacha fait face à des situations stressantes et de plus en plus dangereuses, tout en découvrant des éléments sur elle-même, sa famille et ses relations qui viennent encore plus compliquer l'intrigue. La tension monte au fur et à mesure que Natacha cherche à comprendre l'identité de son harceleur, tout en étant confrontée à ses propres doutes et peurs. Et donc, dans ce roman, il y a de la tension et le personnage principal mène une enquête. Et l'éditeur, d'ailleurs, a décidé de garder le titre en anglais. Stalker, ça veut dire harceleur. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre dans ce livre, Frédéric? Il y a dans ce livre quelque chose de différent des autres romans que j'aime beaucoup. Par exemple, chaque chapitre définit le temps dans lequel l'histoire se déroule. Quand on fait un bond dans le passé, le chapitre s'appelle « Avant » et quand il se passe dans le moment présent, il s'appelle « Maintenant ». Cela permet de mieux comprendre les souvenirs de Natacha et ce qu'elle a vécu. Aussi, il y a certains passages où l'autrice écrit des poèmes qui riment et j'ai vraiment adoré cette petite touche de différence au roman. Je t'en lis un premier exemple. Oui. Je somnole, sans vraiment retourner dans les bras de Morphée. Le chant entêtant des cigales s'introduisant par les fissures de la vitre et me maintenant éveillée. Oh, c'est tellement beau. Est-ce que tu en as un autre? Oui, j'en ai un autre. Veux-tu que je te le lise? Avec plaisir. Sur la jetée, l'océan monte haut comme une mare d'encre géante qui s'écrase sur les coques des bateaux. De temps en temps, un éclair de lumière incendie l'horizon. Qu'est-ce que ce vocabulaire ou qu'est-ce que la poésie apporte de plus d'après toi? Ça permet d'attirer l'attention, ça diffère d'une description normale, c'est plus beau, plus riche, et ça permet de créer des images. Mm-hmm. Au début, j'ai choisi ce livre pour plaisanter, parce que, pour reprendre le titre, je stalkais moi-même une personne, et ce livre me faisait penser à ma situation. Finalement, l'autrice a vraiment su me faire aimer ce livre. Oh, merci Frédéric Maigrat pour cette chronique. Sur le site de l'émission, on va retrouver le lien vers le roman dont tu nous as parlé, Stalker, de Sarah Epstein, publié chez Livres de Poche Jeunesse. Je te souhaite une bonne fin d'année scolaire et surtout de bonnes prochaines lectures. Au revoir Frédéric. Merci. Au revoir. Allô, je m'appelle Edouard, j'ai 10 ans. J'aime lire parce que j'ai l'impression que je me téléporte dans un autre monde et que j'ai plein d'aventures. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 11 ans. J'aime les livres qui parlent de fiction réaliste parce que j'aime découvrir des vies qui sont différentes de la mienne. Bonjour, je m'appelle Marguerite, j'ai 10 ans. Ma série préférée est la série noire parce que c'est des livres très captivants et aussi parce que j'aime l'horreur. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'écrivain et auteur André Marois. Bonjour André. Bonjour. Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. Je vous présente aux auditeurs et aux auditrices. André, vous êtes connu particulièrement pour votre goût marqué pour les intrigues policières. Vous êtes devenu l'un des spécialistes du genre noir au Québec. Votre roman « Les voleurs de mémoire », publié à la courte échelle, a remporté le prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse 12-17 ans en 2013. Et votre roman graphique « Le voleur de sandwich », illustré par Patrick Doyon, publié à la Pastèque, a remporté le prix du gouverneur général, catégorie livre jeunesse illustré en 2015. Félicitations. Merci. Vous êtes né à Créteil, en région parisienne. Vous avez obtenu en 1981 un baccalauréat scientifique avec un brevet de technicien supérieur en publicité. Ensuite, vous avez fait votre service militaire, parce qu'il y avait ça en France. Ça existait encore, oui. Comme dessinateur chez les Pompiers de Paris. C'est en 1987 que débute votre carrière de concepteur-rédacteur publicitaire. Vous émigrez au Québec, où vous vous installez avec votre famille en 92, et vous poursuivez vos activités publicitaires comme pigiste. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le Québec?
En fait, c'est un ami. En fait, je travaillais dans une agence de publicité, donc j'étais concepteur-rédacteur et je travaillais avec un directeur artistique, Pascal. Et c'est lui qui a eu l'idée de venir au Québec, puis il m'a proposé qu'on parte ensemble. Ouais. Et j'y croyais pas. J'ai dit oui un petit peu en disant, de toute façon, ça va être vraiment trop compliqué. Puis lui était vraiment déterminé. Il est venu avec notre portfolio. Il a fait le tour des agences de publicité. Il a proposé nos services. Et il y a une agence BCP qui nous a engagés, qui nous a proposé de nous engager, mais si on venait tous les deux ensemble. OK. Donc, vous étiez un duo. On était un team, comme on disait. Oui. En français. Voilà. Ouais. C'est bon. Et vous êtes à la fois écrivain, auteur tant pour les adultes que pour la jeunesse, romancier de polar, de science-fiction, scénariste et nouvelliste. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a fait passer de la publicité à la carrière d'auteur? Je crois que c'est le Québec, en fait, parce que je suis débarqué ici, je connaissais personne, je connaissais rien. Je suis vraiment arrivé avec mes 2 grandes valises et puis mes 2 enfants. Et puis donc j'ai découvert un pays et donc c'était merveilleux. Je me rappelle vraiment la première année, j'avais les yeux grands ouverts et tout était différent, tout était un apprentissage. Et donc la première tempête de neige, aller au dépanneur, tout était vraiment... Le quotidien était comme une aventure, on va dire. Et donc puis j'avais du temps, en fait. Au début, j'étais tout seul avec mes 2 enfants. J'avais pas de télé, pas d'ordinateur. Et j'ai commencé à écrire des nouvelles, comme ça, dans ma cuisine. Et puis, en m'inspirant de mon quotidien. Et puis, voilà, ça a commencé à fonctionner. Déboulé. En fait, ce qui a été vraiment un bon déclencheur, c'est que la première année où j'étais là, la deuxième année, j'ai participé à un concours. Il y avait le journal Voir. Ils avaient chaque année, ils faisaient un concours de nouvelles. Et cette année-là, en 93, c'était des nouvelles policières. J'ai envoyé une nouvelle qui se passait dans mon quartier et j'ai gagné le concours. Okay. Et ça a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit, mes petites histoires de meurtre, il y a des gens qui aiment ça. Oui. Et donc j'ai continué, j'ai écrit des romans. Ça n'a pas été publié, mais j'ai jamais arrêté. Puis plus tard, on m'a proposé d'écrire pour la jeunesse. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Maintenant, vous ne faites plus du tout de publicité. Non, depuis longtemps. Oui, c'est ça. Et quel genre de lecteur vous étiez, enfant et adolescent? J'étais un grand lecteur. Dans ma famille, je suis le 6e de la famille. Et puis mes parents avaient décidé que ce qui était important, c'est qu'on aille à l'école et qu'on fasse des études. Et pour ne pas être distrait dans nos études, ils avaient donc décidé qu'on n'aurait pas de télévision. Donc on n'a jamais eu de télévision. Jamais. Je pense qu'ils ont acheté leur première télévision, un petit poste noir et blanc, quand moi j'ai eu 18 ans. Et donc je suis le dernier de la famille. Oui. Donc on écoutait beaucoup la radio. Et on allait jouer dehors beaucoup et on lisait. Oui. Donc moi, j'étais un grand lecteur et je lisais à peu près tout ce qui traînait, quoi. Donc j'allais à la bibliothèque et puis je prenais aussi des livres à mes frères, par exemple, des fois, au hasard, comme ça. Je me rappelle avoir découvert L'écume des jours de Boris Vian sans avoir aucune idée quel était ce livre-là. Et puis j'avais lu ça, puis j'avais fait comme waouh, on a le droit de faire ça dans un livre, on a le droit d'être imaginatif à ce point-là, on a le droit d'avoir de l'humour, on a le droit d'inventer des mots. Ça avait été vraiment une révélation. Et déjà le polar, est-ce que vous lisiez déjà des policiers? Très jeune, non, mais à l'adolescence, oui, j'ai lu beaucoup. Après, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées. J'étais vraiment un grand passionné de bandes dessinées et de romans policiers, oui. D'accord. Vous écrivez autant, je l'ai dit tantôt, pour les adultes que pour les jeunes, pour qui vous avez publié plus d'une 40aine de livres. Je dois vous dire, moi, là, que j'ai eu du mal, au début, à comprendre qui était vraiment André Marois. Je me disais que vous deviez être plusieurs. Parce que c'est difficile d'imaginer qu'une même personne ait écrit à la fois des romans noirs, comme le roman La Sainte Paix, qui est pour adultes, en fait, publié chez Héliotrope, mais aussi des albums pour les plus jeunes, comme On aurait dit et On ferait comme si, qui sont illustrés par Gérard Dubois, publiés chez Comme des géants. C'est très, très poétique, en fait. C'est l'enfance, le rêve, l'imagination. Des séries comme celle des André, illustrées par Iris. Est-ce que c'est vous, le André, dans les André? Oui, c'est moi, évidemment. Ça, c'est publié chez Fonfon. Oui. Et celle des héros aussi. Les héros sous zéro, les héros de la canicule, qui sont illustrés par Cyril Doineau à la courte échelle. Et aussi des enquêtes, comme Le voleur de sandwich, dont on a parlé tantôt, illustré
illustré par Patrick Doyon à la pastèque. Et ça, c'est un petit échantillon de votre œuvre. Alors, on va confirmer. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez écrit tout ça, là? C'est moi, je le jure. Devant témoin. Mathieu est derrière, en régie, qui est là comme témoin. Alors, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. Vous avez vraiment publié beaucoup de livres depuis une 20aine d'années. Est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets d'écriture en parallèle? Non, jamais. C'est toujours un projet à la fois. Je suis vraiment... surtout quand c'est des histoires policières, des intrigues un peu plus compliquées, faut garder tout ça dans la tête. Oui, il faut s'assurer de ne pas mélanger se mêler, 2 histoires en même temps. Donc, c'est un livre à la fois. Ouais. Est-ce que vous avez une routine de travail, toujours le matin ou tous les jours? Idéalement, oui. Quand je suis en processus d'écriture, quand je suis vraiment parti dans l'écriture, j'ai une routine que j'ai pas inventée, que j'ai emprunté à Jack London. Et lui, il écrivait 1000 mots par jour. Donc, je fais la même chose. OK. Puis l'ordinateur, c'est intéressant parce que c'est facile il nous de compte voir. Ça. Hein? Donc, c'est à peu près 4 pages, mais donc je fais ça tous les matins. C'est systématique. Oui, systématique. Tant que j'ai pas fini mes 1000 mots, j'ai pas le droit de quitter mon pas le droit de faire autre chose. Ça, c'est bon. Puis qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui oriente les directions quand même variées de vos différents projets d'écriture? Il n'y a pas vraiment de logique. En fait, c'est un joyeux enchaînement d'inspiration, parfois des propositions d'éditeurs, parfois des rencontres. Il n'y a aucune logique là-dedans. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est le côté zigzagant, essayer de pas se répéter, de pas faire tout le temps le même genre de livre, et puis et d'être disponible pour différents projets. Ouais, c'est ça. Je suis très ouvert. J'adore quand on me propose de participer à un recueil de nouvelles ou quand on me pitch une idée comme ça, puis j'ai tendance à dire oui, quoi, parce que ça me... C'est un défi. Ouais, c'est un défi. Puis c'est tout d'un coup, mon cerveau embarque. Puis fait « Oh, wow! » C'est intéressant, ça, comme créateur. Absolument. Ça, c'est très, très intéressant. Je pense que après réflexion, je pense que ça découle beaucoup de mon passé de publicitaire où on est amené à travailler sur des sujets, à faire des publicités sur des sujets qu'on connaît absolument pas. On va s'adresser à des gens dont on n'a aucune idée et on est obligé de s'y intéresser, on est obligé de se creuser, à dire comment je vais pouvoir parler à ces gens-là, comment je vais pouvoir les toucher. Et puis ça devient une mécanique. Ça regroupe à la fois la curiosité, la rigueur, parce qu'il faut travailler pour trouver de l'information et être crédible. C'est bien. Oui. Puis après, une fois qu'on a rassemblé tout ça, faut raconter une histoire, puis il faut trouver le ton, puis il faut... c'est ça, il faut trouver le... Vous écrivez la plupart du temps seul, hein? Mais pour certains livres illustrés, vous collaborez avec un illustrateur ou une illustratrice. Qu'est-ce que ça vous apporte comme créateur, ces collaborations? J'adore ça. Ah oui? J'adore ça. Mais comme je disais, quand j'étais jeune, j'adorais la publicité, la bande dessinée, oui. Le lapsus. C'est un beau lapsus. Et donc, en fait, j'ai jamais rêvé d'être écrivain, mais je rêvais d'être scénariste de bande dessinée. Et donc, j'adore l'illustration, j'ai quelques amis écrivains, mais j'ai surtout des amis illustrateurs, illustratrices. C'est un monde qui me fascine. Mm-hmm. Et donc, de plus en plus, je travaille comme ça sur des projets illustrés parce que je trouve que c'est une façon de créer quelque chose que je suis pas capable de créer tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai fait mon texte, je le donne à cette personne et on me revient avec un nouvel univers, avec une représentation, et puis on crée un livre à deux, puis moi j'adore ça. Oui, ça l'amène plus loin en fait. Oui, c'est intéressant. Vous avez publié plusieurs ouvrages de littérature jeunesse. D'ailleurs, je vais mettre tous les liens vers vos livres sur notre site. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'écriture pour les jeunes ou les plus petits? Ben, c'est un jeu, puis c'est un défi. C'est un défi de me dire, OK, comment je vais pouvoir toucher
ce lectorat-là, parce que c'est très ciblé. Hein, quand on parle aux ados, on parle pas comme aux plus jeunes. Quand j'écris des albums pour les petits, là, c'est des choses que je fais plus récemment, mais c'est une toute autre approche. Et c'est un joyeux défi. Je me sers beaucoup et je m'inspire beaucoup de mes visites dans les écoles, le fait de rencontrer des jeunes. J'en ai fait beaucoup, des ateliers à l'école primaire, aux écoles secondaires. Ça m'apprend, puis je leur vole aussi beaucoup d'idées, d'histoires. Donc, c'est ce que ça vous apporte, ils vous donnent des idées, il y a une relation. Des fois, ils le savent, puis des fois, ils le savent pas, et des fois, ils disent quelque chose, je fais comme, oh, wow, ça, là. Ou des fois, c'est juste un personnage, je dis, lui, là, je vais le noter. Il va se retrouver quelque part. Oui, il est intéressant, il va faire quelque chose un jour. Ouais. C'est formidable. Dans certains des livres que vous avez écrits, vous abordez des sujets sensibles, parfois même difficiles. Je pense à Moi, c'est Tantale, illustré par Julien Castagnier, publié aux éditions de Lisatis. C'est un docu-fiction. On découvre que le Tantale, c'est un métal rare, précieux, très recherché, qui devient un personnage et qui nous fait découvrir ses aventures, son voyage depuis la République démocratique du Congo, où il est extrait, en passant par l'Asie, où il est transformé, pour arriver dans nos téléphones cellulaires. Et il y a la réalité des autres personnages qu'on découvre dans cet album, qui est classé dans la catégorie des albums coup de poing, dans les bibliothèques de Montréal. C'est dur comme réalité. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce sujet-là particulièrement? Je suis extrêmement sensible au dossier environnemental. Et puis, c'est Angèle Delaunoy qui était éditrice de Isatis, qui m'a proposé de travailler. Au début, c'était pas le Tantale. Puis en commençant à travailler, en faisant des recherches, j'ai découvert ce métal. Le nom était très magique. Et puis donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis j'ai trouvé une façon, comment rendre ça intéressant. Parce que parler d'un minerai... C'est un beau défi, mais c'est tout à fait réussi. Et puis, voilà, non, mais c'est parce que c'était l'occasion d'écrire un documentaire, mais moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc, je l'ai fait sous forme d'histoire. On découvre ces personnages, là, les enfants, tout ça. C'est vraiment des réalités qu'on connaît peu, nous. Absolument. Et c'est intéressant de faire prendre conscience. Est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes que vous n'aborderiez pas dans l'écriture pour les jeunes? A priori, non. Il n'y a pas de sujet tabou. Après, c'est sûr qu'il y a des trucs sur lesquels peut-être je me sentirais pas équipé ou j'aurais pas envie de faire ça, mais a priori non, il y aurait aucun sujet. Après c'est la façon dont on les aborde qui est plus délicate et puis mais non, pas de tabou a priori. Tant mieux, on le souhaite. André, c'est la tradition à Imagez-moi à voix haute. On demande aux invités de nous présenter un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oui, j'ai une suggestion d'un très beau... C'est un album jeunesse qui s'appelle Trèfle. Trèfle, c'est un livre écrit par Nadine Robert et illustré par King Leng. C'est édité chez Comme des Géants. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Trèfle et c'est vraiment la thématique des choix qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller à gauche ou à droite? Est-ce qu'on doit écouter son cœur ou sa tête, etc. Puis c'est magnifique. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. C'est une excellente recommandation que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je vous remercie pour cette rencontre. Merci pour votre humour, pour l'ironie. Parfois grinçante que vous utilisez, pour votre imaginaire foisonnant, pour votre style qui est direct et assuré. Merci pour toutes ces propositions littéraires qui font parfois rêver les lecteurs, mais aussi qui les font réfléchir ou qui les font enquêter. Au plaisir de vous lire encore et encore. Merci beaucoup. Merci pour vous, pour l'invitation. Plaisir. Je m'appelle Malcolm, j'ai 11 ans, puis j'aime les livres qui parlent de comédie, d'action, comme L'Agent Jean et Mini Jean aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 10 ans. J'aime lire parce que quand je lis, je suis transportée dans un autre monde et j'aime surtout lire la science-fiction et la fantasy. Bonjour,
je m'appelle Adélaïde, j'ai 11 ans. J'aime beaucoup lire parce que je me sens calme. C'est très agréable. J'aime ça être toute seule et j'aime beaucoup lire comme ça. Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 10 ans. J'aime les livres qui parlent de magie, de science-fiction et de fantastique parce que les péripéties sont tout le temps très intéressantes. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 20 avril, c'est Pâques. Pour célébrer dans la bonne humeur, à Marie raconte, je relis La carotte, la brute et le truand, publié chez Deux. Inspiré par le western de Léoné, Olivier Chéné écrit ici une histoire de ruse opposant un loup affamé et un lapin coquin, vendeur à ses heures. Quand l'expression « téléprix qui croyait prendre » prend tout son sens. On en écoute un extrait. Guidé par la faim, Lou se précipite sur sa future tartine, sort ses outils de cuisine, s'apprête à tailler dans le vif du sujet. Mais, au dernier moment, le lapin se retourne et lui dit « Bonjour, très cher client. Je vous attendais. Comme convenu lors de notre dernier rendez-vous, je vous ai apporté votre commande. Nous avons mis du temps à la préparer. Veuillez nous excuser de ce retard. Bien entendu, le préjudice occasionné donnera droit à un geste commercial de notre part. » Le loup, aussi surpris que nous, en perd ses moyens. Il s'arrête net, la gueule grande ouverte, lâchant sa fourchette, son couteau, sa salière et sa bavette, en voyant le lapin joufflu et roux, debout sur la souche devant lui, tenant dans ses pattes une boîte de carton. Alors pour Pâques, c'est parfait. Du 24 au 27 avril se tiendra le 41e Salon du livre de la Côte-Nord à l'Aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles et dans d'autres lieux publics de la région. Le président d'honneur cette année, c'est Paul-Serge Forêt et vous pourrez rencontrer les auteurs et les autrices à l'honneur qui sont Simon Boulris, Patrick Blanchette, Fanny Britt et Marie Laberge. Joyeux anniversaire à la maison d'édition Les 400 coups qui a célébré ses 30 ans le 23 mars dernier. C'est lors de la cérémonie d'ouverture du Salon du livre de Trois-Rivières qu'ont été dévoilés les noms des lauréats et lauréates des prix BD et des prix Illustration Jeunesse. D'abord dans la catégorie prix BD Jeunesse, félicitations à Jocelyn Boisvert et Enzo pour le livre Aspirateur, publié chez Michel Quintin. Pour le prix Illustration Jeunesse Album, félicitations à Jacques Goldstein pour Croquis, publié à La Pastèque. Et pour le prix Illustration Jeunesse, Petit roman illustré, félicitations à Enzo, encore une fois, donc un doublé pour Enzo, pour Semer des soleils, qui celui-ci est écrit par André Poulain, publié à La Courte Échelle. Les finalistes du prix Espiègle 2025 ont été dévoilés. Vous trouverez tous les titres sur notre site. Félicitations à tous et toutes et bonne chance pour la suite. Rappelons que ce prix met en vedette des livres audacieux, malicieux, qui osent et qui sont d'une grande qualité littéraire. Précisons aussi qu'il est organisé et remis par l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires. La remise du prix aura lieu le samedi 5 avril à 13h30 à la librairie L'Intrigue, située au 415 avenue de l'Hôtel-Dieu à Saint-Hyacinthe, en présence de la porte-parole Annie Bacon. En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes. D'abord chez Station T Jeunesse, Le meilleur ami de l'ogre de Daniel Marcotte et Christine Battuse. À sa grande honte, le chien Molosse doit suivre Ogre Maigre dans sa promenade quotidienne. On a beau dire, ce n'est pas toujours facile pour un chien aussi raffiné que lui, selon lui évidemment, d'être le meilleur ami d'un ogre aussi saugrenu. Des personnages qui s'opposent et qui malgré tout se complètent.
Chez Fonfon prend un numéro de Tania Baladi et Audrey Malo. Un matin comme tous les autres, Lièvre quitte son terrier pour faire sa balade quotidienne. Mais bientôt, une étrange machine et des animaux lui bloquent le chemin. Pour accéder à la forêt, il doit prendre un numéro et attendre son tour. Quelle absurde situation. Alors que la file s'allonge d'heure en heure, la patience du groupe sera mise à rude épreuve. Une histoire humoristique sur l'attente qui invite à réfléchir à certaines règles qui nous entourent. Chez les 400 coups, 2 nouveautés qui sortent en avril. D'abord, 7 très bonnes raisons pour lesquelles les chats sont meilleurs que les chiens, de Chiara Baglioni. L'autrice revisite les stéréotypes associés aux chats et aux chiens en les mettant en scène avec malice et humour. Et il y a aussi La Fourmilière de Michael Escoffier et Agathe Bré-Bourret. La reine des fourmis a trouvé l'endroit idéal pour construire sa grande fourmilière, mais à peine l'édifice achevé, le sol se met à trembler. Un album humoristique dans lequel les idées de grandeur d'une reine impitoyable pourraient conduire sa colonie de fourmis vaillantes à leur perte. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs. Émilie Furlotte, Édouard Nollet, Guillaume Lacasse et Charlotte Bourgeois de l'École Atelier du Centre de service scolaire de Montréal. Mathilde Routy pour sa chronique. Frédéric Maigrat pour sa tribune littéraire. L'auteur André Marois. Michel Brûlé pour le soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes, de très joyeuses Pâques et on se retrouve dans 2 semaines.